Passionnés de science, bonjour. Aujourd'hui, je vais tenter d'expliquer pourquoi AlphaGo et tous ses dérivés ou équivalents ne sont en rien des intelligences artificielles. J'en ai un peu marre d'entendre par exemple le docteur Louapre, aka Science Étonnante, ou encore Monsieur Phi, ou encore le docteur Lee Engen Huang, aka Science for All, parler d'AlphaGo quand il est question d'intelligence artificielle. Je vais vous donner deux arguments principaux pour bien montrer rapidement et de manière efficace que ça n'a rien à voir avec de l'intelligence artificielle. C'est vraiment de l'amateurisme et une méconnaissance de l'apprentissage machine de qualifier, de parler d'intelligence artificielle et de mettre AlphaGo dans un même paragraphe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, un petit rappel, les références de mon profil scientifique sont dans la description sous la vidéo. Je vous en ai mis plusieurs de manière à ce que vous puissiez aller vous faire une idée par vous-même. Pour les feignants qui n'iront pas, ma thèse a consisté à rendre les ordinateurs capables de reconnaître des sauts d'oiseaux, d'insectes, d'amphibiens, d'arthropodes, etc., etc., pour faire des outils d'inventaire automatique et de suivi d'abondance acoustique automatique. Il n'est absolument aucunement question de remplacer le cerveau humain, puisque le cerveau humain reste plus que maître, plus que roi, quand il s'agit d'aller chercher de l'information fine dans le milieu réel. Il s'agit plutôt de soulager les humains, les opérateurs humains de tâches chiantes et rébarbatives, parce que quand il s'agit d'écouter des milliers d'heures d'enregistrement automatique pour répondre à la question « Est-ce que j'entends du pélodite ponctué, du pélobate cultripède ou du pétrel noir de Bourbon ?» 80% de la tâche, c'est du silence, c'est des sons inintéressants, ça n'a aucun intérêt de demander à un humain de vérifier ces sons-là. Premier argument de penser que franchement c'est de l'imposture intellectuelle de présenter AlphaGo comme ayant un quelconque lien avec l'intelligence artificielle, c'est qu'AlphaGo ne travaille sur aucunement un signal réel. Alors je vais préciser ce que je veux dire, un signal capturé par un capteur dans le milieu naturel. Je vous invite à aller voir la première compétition d'AlphaGo, où vous verrez que on organise un match entre un humain et AlphaGo, mais il y a un, voire même plusieurs opérateurs humains qui font le lien entre l'humain et les algorithmes d'AlphaGo, parce que AlphaGo n'est même pas foutu de reconnaître un jeu de Go. Et c'est ça qu'il faut dire, c'est que AlphaGo, malgré tout l'encensement généralisé qu'on en fait sur Internet, n'est même pas foutu de reconnaître un jeu de Go, concrètement. C'est un humain qui se charge de placer sur un ordinateur les petits galets que l'humain a décidé de mettre en réponse aux actions d'AlphaGo ou réciproquement. Il y a un humain qui, sur un écran d'ordinateur, dit à AlphaGo « Voilà ce qu'a joué ton adversaire ». Et quand AlphaGo joue à son tour, c'est également un humain qui fait la transcription pour expliquer à l'adversaire humain, pardonnez-moi j'ai oublié son nom, ce qu'a joué AlphaGo. Alors vous qui n'êtes pas un spécialiste, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est là qu'est la grosse fumisterie. Je vais vous donner un exemple comparatif pratique. J'ai fait une partie de ma thèse au sein du laboratoire L6, laboratoire des sciences de l'information et des systèmes. Et il y avait une équipe, que je salue d'ailleurs, qui travaillait sur les algorithmes qui vont faire de la reconnaissance automatique sur les portiques et les péages d'autoroute. C'est-à-dire que vous savez que sur les autoroutes, on essaie de développer la technologie qui fait que ça serait bien que les voitures n'aient pas besoin de s'arrêter au péage, que leur plaque d'immatriculation soit reconnue immédiatement, que ça aille de plus en plus vite, où il y a aussi les radars automatiques. Les radars automatiques, leur travail, c'est quand ils constatent un excès de vitesse sur une distance ou sur un événement ponctuel, ils lisent la plaque d'immatriculation et ils vous envoient l'amende. Et il y a toujours un gros cas de faux positifs et de faux négatifs, c'est-à-dire que les algorithmes, même ceux payés ultra cher par le gouvernement, se gourrent, ils n'arrivent pas à tout le temps lire la plaque d'immatriculation. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est de travailler sur des données réelles, et pourtant la tâche, excusez-moi j'en ai déjà parlé de cette tâche, mais bon, je vous donne les exemples parce que je les connais, je les maîtrise relativement bien. Dans le monde réel, dans lequel AlphaGo ne travaille pas, n'a rien à voir, dans le monde réel, quand vous enregistrez, que ce soit avec capteur caméra, capteur sonore, etc., capteur photo, capteur thermique, caméra infrarouge, pourquoi il n'y arrive pas ? Parce que même en prenant des photos, le problème de tâches automatiques est simplifié dans le cas d'un radar par exemple, puisque sa position est toujours la même, elle est connue, la position du tunnel ou de la route, le relief est connu, c'est toujours la même, ça ne bouge pas. Les caractères des plaques d'immatriculation sont écrits en gros, les polices sont réglementées, il y a une homogénéisation, c'est normalisé, c'est généralement écrit en gros sur un fond blanc lui-même dans un rectangle noir,
et bien les algorithmes n'y arrivent quand même pas toujours, à cause de la vitesse, à cause des conditions météo, à cause d'un insecte qui peut passer, à cause de la réalité du milieu naturel. Donc en fait, à titre de comparaison, dire qu'AlphaGo c'est de l'intelligence artificielle, ce serait comme si les entreprises privées qui disent à l'État, bon ok, moi je vais vous développer la machine qui lit automatiquement les plaques d'immatriculation et qui envoie l'amende. C'est comme si elle disait à l'État, bon merci pour les 50 millions d'euros, j'invente cette somme, hein, mais en général c'est cher, hein, ce genre d'appel d'offres, hein, il y a du pognon. C'est comme si elle disait, ah oui bon, en fait finalement il faudrait que vous demandiez à vos gendarmes de regarder les photos, d'inscrire sur un formulaire le numéro de plaque d'immatriculation. Moi, mon algorithme, il va lire ça. Parce qu'effectivement, le gendarme, quand c'est flou, il est capable d'aller regarder les images quelques frames avant, quelques frames après. Enfin, il peut utiliser masse d'informations conceptuelles. Il peut même repérer le modèle de la voiture pour éventuellement, s'il n'arrive pas à trouver, regarder le modèle de voiture, qu'est-ce que serait la plaque d'immatriculation, le reste de la plaque d'immatriculation qui commence par XP, si le reste il n'arrive pas à le lire. C'est comme si l'entreprise ne travaillait plus sur les données réelles, mais nous faisait une prédiction sur quelque chose la réponse a déjà été donnée. Je ne sais pas si je suis clair dans mon exemple. Deuxième chose très très connue dans le milieu de l'apprentissage machine et qu'on oublie de spécifier quand on parle d'AlphaGo, c'est la notion de surapprentissage. Alors je vous donne un exemple que je connais très bien, je le maîtrise, autant l'utiliser. Imaginez que je vais avec un micro, moi ornithologue passionné, avec un micro de qualité, je vais me balader dans le milieu naturel pour enregistrer ici du rossignol, ici du rouge-gorge, là une rousserolle effarvate, ici un galérida teclae, ici un imantopus, ici une avocette élégante. À chaque fois, en fait, j'ai enregistré dans un contexte particulier avec un ratio signal sur bruit particulier. Brièvement, le ratio signal sur bruit, c'est quelque chose de très difficile à décrire à une machine. Et vous allez plutôt relativement bien le comprendre rapidement pourtant, c'est la qualité et l'intensité avec laquelle le signal qui vous intéresse, à savoir le cri de l'oiseau, se détache du bruit de fond. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le silence, ça n'existe pas. Donc dans le milieu naturel, il n'y a jamais de silence. Donc quand il s'agit de trouver le signal, c'est l'opposé du silence. C'est là où il n'y a pas de son qui vous intéresse. Mais comme il n'y a pas de silence, il n'y a jamais d'opposé du silence. Enfin, en tout cas, il y en a tout le temps. Je m'égare, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Après, vous allez donner ces exemples-là d'apprentissage, un modèle, réseau de neurones profonds, réseau de neurones convolutionnels, chaîne de Markov, machine à vecteur de support, forêt d'arbres aléatoires, forêt d'arbres décisionnels, etc., etc. Vous apprenez un modèle, vous allez apprendre à reconnaître, et ensuite vous allez lui donner des données de test. Mais il ne faut pas lui donner, évidemment, les données d'apprentissage, parce que c'est trop facile. Et le problème d'AlphaGo, c'est qu'on peut pas vérifier, on se doute bien que il y a un énorme problème de surapprentissage, puisque ce n'est absolument pas un problème pour lui de surapprendre. En fait, on ne sait pas si AlphaGo sait vraiment jouer au jeu de Go, puisque lui, il a la possibilité d'apprendre par cœur toutes les combinaisons. À titre de comparaison, pour vous donner une comparaison, c'est comme si vous appreniez à faire des divisions euclidiennes, ou des multiplications, ou des additions à plusieurs de nombres à plusieurs chiffres, hein, à partir de 100, 1000, etc. C'est comme si vous appreniez par cœur au lieu d'apprendre la méthode. À l'école, on ne vous apprend pas à faire des multiplications par cœur. Les seules multiplications qu'on vous demande d'apprendre par cœur, à la limite, c'est l'étape de 1 à 10. Mais tout le reste, les mathématiques de base, on ne vous demande pas d'apprendre par cœur, on vous demande de comprendre la méthode. Le problème d'AlphaGo, c'est qu'il n'a pas du tout besoin d'apprendre la moindre stratégie. Il peut apprendre par cœur en surapprentissage total. D'ailleurs, moi j'irais même jusqu'à dire que AlphaGo, il faut plutôt le qualifier de jeu vidéo que d'intelligence artificielle, puisque en fait, c'est un outil informatique qui n'a aucune application pratique. Il n'est même pas foutu de reconnaître un jeu de Go, il ne sait même pas différencier un jeu de Go d'un jeu d'échecs ou un jeu de dames, je ne te parle pas du reste des objets autrement plus divers. On peut l'utiliser à rien d'autre. Hein. Les mécanismes d'apprentissage AlphaGo, quand tu veux le mettre sur les échecs, sur les dames, il faut tout relancer depuis le début. Donc c'est pas réutilisable, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et c'est justement le problème quand tu as un classifieur qui est tombé dans le piège du surapprentissage, il est inutilisable parce que, par exemple, pour en reprendre à mon exemple, je ne vais pas apprendre des algorithmes qui savent reconnaître les espèces que j'ai données en exemple.
je vais entraîner un algorithme capable de reconnaître uniquement ces espèces au point donné où je les ai enregistrées, hein, les endroits de milieu naturel où je suis allé, avec la topographie qui était la topographie au moment où je suis allé, avec les conditions météo qui étaient celles qui existaient quand j'y suis allé, avec le vent tel qu'il était quand j'y suis allé, à la date où j'y suis allé, etc., etc. Autrement dit, un truc complètement inutilisable, et ça se voit systématiquement. Tous les étudiants en bioacoustique qui essaient de créer des détecteurs automatiques ont ce problème, c'est qu'ils partent tout feu tout flamme, et quand ils testent leur modèle appris sur ce genre de données, trop spécialisées, quand ils les testent sur un nouveau jeu de données qui a été enregistré par d'autres personnes à d'autres endroits, et surtout, non pas avec un micro directionnel qu'on a foutu, qu'on était sous l'oiseau, là, sous l'arbre, au pied de l'arbre, non, parce qu'en vrai, on va utiliser des SM2, c'est-à-dire des micros de qualité moyenne omnidirectionnels, fixés là où on peut pour pas se les faire voler, pour pas se les faire piquer ou détruire par les animaux, hein, ce que Patrice Longour, le directeur de la réserve biologique des Monts d'Azur, m'expliquait. J'étais venu poser un enregistreur acoustique autonome pour enregistrer le brame du cerf en octobre il y a quelques années. Il me disait, en période de rut, les cerfs, ils sont dopés aux hormones, ils saccagent sur 2-3 mètres tous les arbres. Donc votre truc, il va falloir au moins l'enterrer ou le suspendre haut dans un arbre, parce que s'ils le trouvent, curieux comme ils sont et dopés à l'adrénaline, ils vont vous le massacrer, c'est sûr et certain. Bon, je digresse, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Les exemples d'apprentissage, dans mon exemple, hein, le micro sous le nez du bec de l'oiseau, ça n'a rien à voir avec les conditions réelles du SM2. Le SM2, lui, il bouge pas. Hein, enfin, dans la littérature scientifique, on appelle ça ARU, Autonomous Recording Unit, donc ça c'est en anglais. Et dans la littérature scientifique, c'est PEA, point d'enregistrement autonome. Et même là encore, c'est pas bon. En fait, Thierry Artier m'avait expliqué quand j'ai rédigé mon premier article scientifique que vous trouvez dans la description. Il faut arrêter là. Viviane de la chaîne. Je vous mets le nom de sa chaîne YouTube. J'aime beaucoup cette chaîne YouTube. Hein, cette doctorante dans son domaine que je trouve très enrichissante. Elle a fait un épisode où elle parle. Elle dit n'importe quoi sans le savoir. Et c'est pas une critique, mais elle dit vraiment n'importe quoi. Elle tombe dans le piège bateau. Elle décrit un schéma où on apprend sur un modèle d'apprentissage et ensuite on le teste sur des données de test, c'est-à-dire des nouveaux enregistrements qui n'ont jamais été donnés normalement à apprendre au classifieur, et on mesure ses performances puisqu'on connaît la vérité, on fait des calculs. Mais c'est pas ça en vrai qu'on fait dans la littérature scientifique. Hein. En vrai, on fait au minimum 3 tas. Et du coup, il faut encore plus de données, c'est encore plus délicat de les générer. Donc imaginez qu'en fait, on a un nombre d'enregistrements connus, étiquetés. Hein. Donc il faut, déjà, ça c'est très dur à avoir, parce que avoir le même nombre d'exemples pour chaque espèce d'animaux, déjà ça c'est impossible, parce que fondamentalement il y a des espèces qui sont beaucoup plus farouches et rares que d'autres, ou difficiles à enregistrer. Par exemple les oiseaux marins qui vivent sur des îles au milieu de l'océan, la plupart du temps il y a du vent, va mettre ton micro pour enregistrer ces oiseaux-là, c'est pas ta bonnette même hyper qualitative qui va balayer d'un coup les effets des embruns et du vent. Hein. Donc, ce pool de données, je rappelle qu'il y a au moins 14 000 espèces d'oiseaux sur Terre. Hein. Donc, je te laisse imaginer avoir 3000 exemples pour 14 000 espèces sur Terre sur des enregistrements standards, de qualité standard, avec une bonne variation de conditions météorologiques. Hein. Tu vas la diviser, tu vas faire un premier tirage aléatoire. Tu vas faire, on va dire, 25% et 50%. 50%, ça va être tes données de test. Le premier 25%, ça va être l'apprentissage. Donc, le deuxième, c'est l'apprentissage d'optimisation, parce qu'en fait, ce qu'on ne te dit pas sur les vidéos là, de gens qui n'ont jamais fait de thèse en apprentissage machine, mais qui te parlent d'intelligence artificielle, ce qu'on ne te dit pas, c'est que tout, à ma connaissance, hein, ça n'existe pas l'inverse, tous les classifieurs ont des paramètres d'optimisation. Ça n'existe pas une fonction mathématique dans un langage mathématique en 2020 où il n'y a pas des paramètres qu'on demande à l'opérateur, c'est-à-dire qu'on demande à l'humain de faire un choix a priori sur les données. Donc c'est pour ça qu'on fait un deuxième exemple d'optimisation, c'est-à-dire qu'on va apprendre là-dessus, après on va lui demander de faire des prédictions là-dessus, sur le deuxième truc, pour sélectionner quels sont visiblement les meilleurs paramètres. Et ensuite, une fois qu'on a optimisé tout ça, on peut ensuite éventuellement relancer l'apprentissage depuis le début en prenant ces deux ensemble comme un premier exemple d'apprentissage, et ensuite on va lui demander de faire les prédictions sur les tests et on va mesurer ses perfs.
Et ça, ce tirage aléatoire dont je parlais au début, on va le faire 1000 fois, au moins, et aléatoirement. Et ceci, cet ensemble de mesures, c'est justement pour lutter contre le surapprentissage. Donc je suis parti un peu de loin, mais c'était pour vous expliquer pourquoi un des gros problèmes d'AlphaGo, c'est qu'il nage dans le surapprentissage et c'est absolument pas un problème. AlphaGo, c'est en fait juste un algorithme qui permet à un autre être humain de jouer au jeu de Go avec lui. Voilà. C'est de l'intelligence artificielle? Non, certainement pas, non. Parce que je vous rappelle ce que c'est que le but d'un jeu. Le but d'un jeu, c'est pas de résoudre des problèmes complexes. Fondamentalement, un jeu, déjà, c'est pas la réalité. Vous évoluez dans un repère qui n'est pas la réalité, que ce soit Call of Duty mobile, les échecs, les jeux de dames, ce n'est pas la réalité. Et le but d'un jeu, c'est de vous distraire. C'est de l'amusement. Là, ça nous fait une belle jambe, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Je vous mets de la littérature scientifique dans la description sous les vidéos. Allez la consulter, je vous la recommande. Si vous avez apprécié cette vidéo, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît et la partager avec vos autres amis passionnés d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle, pardon. Si vous êtes étudiant et que vous voulez devenir chercheur en intelligence artificielle ou chercheur en apprentissage machine, je vous invite doublement à regarder tous les épisodes précédents sur la thématique, de manière à ce que vous assimiliez les notions et que vous deveniez compétent et efficace sur le marché du travail. Je vous recommande particulièrement une vidéo qui s'appelle 5 conseils pour devenir chercheur en intelligence artificielle. Je vous la mets dans la description sous la vidéo et de toute façon elle va s'afficher à l'écran maintenant.